Il y a un silence vraiment très particulier qui suit un accident grave. Le bruit du choc s'estompe, la tôle froissée s'arrête de grincer, les éclats de verre retombent et soudain, le temps semble se figer. Ouais, c'est un espace flottant, quoi. C'est quelques minutes cruciales et, pour le coup, terriblement angoissantes, qui séparent l'événement brutal de l'arrivée lointaine des sirènes. Exactement. Et la question de notre plongée d'aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe pendant ce laps de temps. Parce que très souvent, en fait, la réaction immédiate, c'est la paralysie. C'est clair. Le cerveau humain, face à l'inattendu, il se fiche complètement. Ça transforme n'importe qui en un simple témoin impuissant face à une situation qui le dépasse totalement. Mais cette paralysie, et c'est ce qu'on va voir, c'est pas une fatalité. C'est juste un bug de notre système nerveux face à l'inconnu. L'instinct de survie est chaotique. Et c'est justement cette mécanique du chaos qu'on va démonter aujourd'hui en s'appuyant sur un guide vraiment spécifique qui s'appelle « Gestes d'urgence, le don de sauver des vies ». Un document d'ailleurs coédité par la Croix-Rouge française et la CARAC. Et ce qui m'a frappé, c'est que l'approche est radicalement opposée à l'idée qu'on se fait du secourisme. Ah ben complètement. C'est pas du tout un traité de médecine pour les pros, hein. L'objectif, c'est vraiment de reprogrammer les réactions humaines ordinaires pour combler ce fameux vide temporel. Parce que quand on pense au sauvetage, l'imagerie populaire est saturée de clichés de films, quoi. On s'imagine qu'il faut un courage inné, une bravoure viscérale pour plonger dans l'action. Alors que pas du tout. En explorant ces protocoles, on voit bien que l'héroïsme perd tout son côté mystique. Ça devient purement mécanique. C'est une méthode presque chirurgicale. Ouais, j'aime bien imaginer ces connaissances comme un filet de sécurité invisible. Un filet qu'on transporte avec soi. Et au moment où le cerveau reptilien menace de tout bloquer, paf, il se déploie. C'est une super analogie. Des algorithmes simples pour transformer la peur en action salvatrice. Sauf que pour déployer ce filet, l'ordre des priorités est fondamental. Et souvent ignoré. Ah oui, le fameux altruisme aveugle. Voilà, l'altruisme aveugle, c'est mortel. Avant même de songer à intervenir sur une victime, la règle absolue, c'est de garantir sa propre survie physique. Ce qui est logique en fait, on peut être d'aucune utilité si on devient soi-même une victime supplémentaire à traiter. Exactement, c'est le principe de base. Ce qui nous amène d'ailleurs aux situations les plus massives, celles qui impliquent de gérer son propre environnement avant de penser aux autres. Et c'est là qu'on touche à des scénarios qui défient totalement l'intuition. Prenons les risques majeurs, genre un nuage toxique ou un accident industriel de grande ampleur. Oula, oui, le fameux signal d'alerte. C'est ça. Imaginons, on est chez soi, et soudain, la sirène d'alerte nationale retentit. Ce sont très angoissants, modulés, qui montent, qui descendent, 3 fois pendant 1 minute. L'instinct primaire de n'importe qui face à ça, c'est la fuite. On veut mettre le plus de distance possible avec le danger, courir vers sa voiture, sortir quoi. Bah ouais, on veut fuir. Pourtant, la consigne absolue face à ce signal, c'est le confinement immédiat. Et c'est hyper contre-intuitif. Mais fuir à l'extérieur, c'est la pire décision possible. Parce qu'on interprète mal la menace. Comment ça ? En fait, la physiologie humaine et nos 5 sens sont pas du tout équipés pour détecter les dangers chimiques. Un gaz toxique dans l'atmosphère, ça peut être parfaitement invisible et inodore. Ah oui, on le voit même pas arriver. Voilà, nos poumons font pas la différence. Donc sortir, ne serait-ce que sur le pas de la porte pour regarder ce qui se passe, c'est s'exposer directement à une intoxication massive. Donc le confinement, c'est vraiment créer une barrière physique. Mais concrètement, c'est pas juste fermer la porte à clé. Ah non, pas du tout. Il s'agit de transformer son propre salon, ou une pièce sans fenêtre idéalement, en un véritable sous-marin. Un sous-marin, le mot est fort, hein, parce qu'un salon, c'est pas étanche à la base. Hein. Bah non, il faut calfeutrer les fenêtres avec du scotch et ça c'est crucial, des linges abondamment mouillés. Il faut couper la ventilation, éteindre le chauffage, bloquer les dessous de porte. On annule tout échange gazeux avec l'extérieur. Et pourquoi le linge mouillé particulièrement ? Parce que l'eau agit comme un filtre basique contre plein de particules en suspension. Mais une fois dans cette bulle, il y a un autre problème majeur qui se pose. L'information, non ? On est complètement coupé du monde. Exactement, la privation d'infos. Et c'est là qu'intervient un outil qui paraît totalement obsolète aujourd'hui, mais qui est vital. La radio à pile ? La bonne vieille radio à pile, ouais. En cas de catastrophe majeure, l'infrastructure moderne s'effondre très vite. Les antennes relais saturent à cause des appels, l'électricité est coupée. C'est vrai qu'on pense toujours qu'on aura Internet sur son téléphone. Une grave erreur. Une radio réglée sur France Inter ou France Info, c'est le seul cordon ombilical fiable pour entendre les consignes et attendre le signal de fin d'alerte, un son continu de 30 secondes. C'est un rappel vertigineux de la fragilité de nos technologies, franchement. Avoir de l'eau, une lampe, une radio analogique, c'est reprendre le contrôle.
Mais cette posture de survie passive, genre se barricader, ça contraste vraiment avec ce qu'on doit faire lors d'un accident localisé. Ouais, si on quitte le scénario de la catastrophe chimique pour revenir à l'urgence du quotidien, genre l'accident de voiture ou la chute, on passe à l'intervention active. Une intervention active, oui, mais soumise à une discipline de faire. Il y a un ordre séquentiel précis, protéger, puis alerter. Et il faut jamais inverser les deux. Protéger avant d'alerter. C'est marrant, on penserait d'abord à appeler les secours. C'est l'erreur classique. Protéger, c'est analyser l'environnement pour neutraliser un danger persistant. S'il y a un accident sur une route, se précipiter sans gilet jaune ou sans triangle, c'est garantir un deuxième accident avec vous dedans. C'est comme s'il y a un fil électrique dénudé près d'une victime. Voilà. On touche surtout pas la victime, on cherche le disjoncteur d'abord. Donc en fait, on demande aux gens de se dédoubler. D'abord, on joue le rôle d'un agent de sécurité intraitable, on fige la scène, C'est ça. On gèle le périmètre. et ensuite seulement on enfile la casquette de, de journaliste de terrain pour donner l'alerte. Exactement. On compose les numéros d'urgence, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers ou le 112 au niveau européen. Mais attention, alerter, c'est pas juste crier au secours. Non, il faut être précis. Il y a 5 éléments d'information à transmettre, c'est ça? Oui, 5 éléments qui forment une radiographie verbale de la scène. D'abord, le numéro de téléphone d'où on appelle, au cas où ça coupe. Logique. Ensuite, La nature exacte du danger. Faut qu'ils sachent s'ils envoient des moyens d'extinction ou de désincarcération. Puis la localisation la plus précise possible. Un GPS donne pas le code de l'interphone ou l'étage. c'est vrai qu'on oublie souvent les codes de porte avec le stress. Complètement. Le 4e point, c'est le nombre de personnes impliquées, pour dimensionner l'équipe médicale. Et enfin, l'état apparent des blessés et les premiers gestes effectués. Donc l'opérateur, c'est pas juste un standardiste. Ah non, c'est le tout premier maillon de la chaîne de survie. C'est un régulateur qui visualise la scène à travers vos mots. Et le problème, c'est la physiologie du stress, non? Face à du sang, des cris, de la tôle broyée, l'adrénaline inonde le cerveau. Comment on peut réciter calmement 5 critères? C'est tout l'enjeu d'apprendre ça en amont. Face à un stress extrême, l'amygdale, le centre de la peur, court-circuite le cortex préfrontal qui gère la logique. On perd ses moyens cognitifs. On devient bête, en gros. Physiologiquement, oui. Mais si un protocole a été appris et répété, il devient un chemin neuronal par défaut. L'algorithme remplace l'improvisation. On réfléchit plus, on déroule. Et j'imagine que les régulateurs au bout du fil sont formés pour gérer notre panique de toute façon. Totalement. Ils posent les questions dans l'ordre. La seule règle imposée à la personne qui appelle, c'est de ne jamais raccrocher sans y avoir été autorisé. Bon, le périmètre est sécurisé, l'alerte est donnée. Mais il reste vide temporel. C'est 10 ou 15 minutes avant d'entendre les sirènes, avec la victime au sol. C'est là que la physique du corps humain reprend ses droits. Prenons une personne inconsciente. Elle respire, mais elle réagit à rien. C'est là qu'on applique la PLS, la position latérale de sécurité. Et quand on comprend le mécanisme biologique derrière la PLS, c'est assez vertigineux en fait. C'est de la plomberie biologique pure et simple. L'inconscience est une urgence absolue à cause de la gravité terrestre. Quand on perd connaissance, on perd le tonus musculaire. Donc tout s'affaisse. Voilà, la langue, qui est un muscle massif, vient plaquer le fond de la gorge et obstrue le passage de l'air. Et les réflexes de tout disparaissent. Ah, ce qui veut dire que la salive, le sang, ça coule direct dans les poumons. C'est ça, ça provoque une noyade interne. La PLS, c'est faire pivoter le corps sur le côté, étirer la tête en arrière et ouvrir la bouche vers le bas. On utilise la gravité pour dégager la trachée et laisser les fluides s'écouler sur le sol. C'est fascinant de se dire qu'une simple bascule géométrique du bassin empêche quelqu'un de s'étouffer avec sa propre anatomie. C'est brillant d'efficacité. Mais il y a un cran au-dessus dans l'urgence, c'est l'arrêt cardiaque. Ouf, ouais. La personne est au sol, inconsciente et ne respire plus. On a quoi, 3-4 minutes avant que le cerveau ne meure, hein. 3 à 4 minutes, ouais, avant des dégâts irréversibles par manque d'oxygène. Et c'est là qu'intervient le massage cardiaque. 30 compressions, 2 insufflations. Et ça, en lisant notre source, je me suis rendu compte que c'est d'une brutalité physique qu'on sous-estime. On la sous-estime parce qu'on appelle ça un massage. Le terme est trompeur. On masse rien du tout. On substitue une force mécanique externe au muscle cardiaque. Donc on écrase le cœur, en fait. Littéralement. Le cœur est entre le sternum à l'avant et la colonne vertébrale à l'arrière. En appuyant fort et vite, on l'écrase entre ses os pour chasser le sang vers le cerveau. Et en relâchant, on crée un appel d'air pour qu'il se remplisse.
C'est une pompe manuelle. Exactement. L'objectif, c'est pas de faire repartir le cœur, ça arrive presque jamais, juste avec les mains. L'objectif, c'est de gagner du temps pour maintenir le cerveau en vie jusqu'à un choc électrique. Et ce choc vient du DAE, le défibrillateur automatisé externe, ce fameux boîtier qu'on voit partout maintenant dans les gares, les supermarchés. Et qui fait si peur aux gens. Ah mais carrément. L'idée même d'ouvrir cette boîte, moi ça me terrifie. À cause des films, on a l'impression qu'on va électrocuter un passant ou achever la victime si on n'a pas de diplôme de médecine. C'est une peur très répandue, mais totalement infondée technologiquement parlant. Le DAE, c'est pas une batterie aveugle, c'est un micro-ordinateur de diagnostic hyper sophistiqué. Il nous parle, non, quand on l'allume? Oui, une voix synthétique dicte tout. Comment poser les patchs sur la peau, et ensuite la machine lit l'électrocardiogramme toute seule. Elle cherche une fibrillation, un chaos électrique. Et si elle trouve ce chaos, elle charge. Donc c'est la machine qui prend la décision médicale, c'est pas nous. Voilà. Et le plus rassurant, c'est que si elle détecte un cœur arrêté net, ou un cœur normal de quelqu'un juste évanoui, elle refuse catégoriquement de choquer. Le logiciel bloque. Attendez, même si j'appuie frénétiquement sur le bouton, Même si vous appuyez de toutes vos forces, le courant passera pas. Il est physiquement impossible de tuer quelqu'un par erreur avec un DAE grand public. L'algorithme a pris la responsabilité. ça libère d'un poids immense de savoir ça. Bon, quittons ces cas extrêmes pour aller vers des urgences plus insidieuses, les accidents domestiques du quotidien. Ah, le grand affrontement entre nos bons vieux réflexes et la vraie mécanique du corps humain. Exactement. Et l'exemple parfait, c'est le saignement de nez. Depuis l'enfance, dès qu'un nez saigne, on nous dit de basculer la tête en arrière. Visuellement, ça paraît logique pour empêcher le sang de tomber. C'est une erreur monumentale. Basculer la tête ne stoppe pas l'hémorragie, ça change juste la trajectoire du sang. Il va où du coup? Il coule à l'arrière des fosses terséales, descend dans la gorge et finit direct dans l'estomac. Et l'estomac, il déteste le sang cru en grande quantité. Oh mon Dieu, ça provoque quoi ça? Des spasmes, des nausées, des vomissements sanguinolents. Et pire, en ravalant le sang, on masque la perte de volume. Les secours peuvent plus estimer la gravité. Donc la vraie méthode, c'est quoi? S'asseoir, pencher la tête légèrement en avant pour laisser goûter et comprimer fermement la narine contre la cloison pendant 10 minutes incompressibles pour laisser les plaquettes coaguler. C'est vraiment la physiologie pure contre l'instinct visuel. Il y a un autre exemple qui fait froid dans le dos, c'est la gestion des plaies avec un objet planté. Ah oui, le fameux morceau de verre ou l'outil planté dans la jambe. L'instinct viscéral, c'est de vouloir retirer ce qui blesse, de nettoyer. Mais la règle est formelle, on ne touche jamais à un objet impalé. Surtout pas, cet objet coupant a traversé des vaisseaux, mais une fois coincé, il agit littéralement comme un bouchon. Il comprime lui-même la plaie qu'il a créée. Exactement. Le retirer sur le trottoir, c'est comme enlever le bouchon d'une cuve sous pression. On libère un flux sanguin artériel massif. Une hémorragie interne fatale peut partir en quelques secondes. Donc on fait quoi? On le cale. On le cale pour pas qu'il bouge, on n'appuie surtout pas dessus, et on laisse les chirurgiens l'extraire au bloc là où ils ont de quoi suturer. C'est la doctrine suprême du secourisme en fait, l'art de ne pas aggraver la situation. C'est exactement ça. Et cette logique, elle s'applique spectaculairement à l'étouffement. Quand quelqu'un avale de travers et que la trachée est totalement bloquée, il peut plus parler, plus tousser, il porte les mains à son cou. Méthode de Heimlich, les compressions abdominales. C'est de l'ingénierie corporelle ça aussi, non? Totalement. Le corps devient un soufflet de forge. Même en expirant à fond, il reste un volume d'air dit résiduel dans les poumons, environ 1 litre. Donc en se plaçant derrière la victime et en appuyant d'un coup sec vers le haut sous les côtes. On pousse le diaphragme violemment vers le haut, ça comprime les poumons et crée une forte surpression pneumatique. C'est cette explosion d'air qui expulse le corps étranger, comme un bouchon de champagne. L'image du bouchon de champagne est terrible, mais très très parlante. Un dernier cas du quotidien, les brûlures graves. Eau bouillante, huile, feu direct. La chaleur ravage les tissus en profondeur même quand on a éteint la flamme. D'où la règle du refroidissement immédiat et prolongé à l'eau froide. Mais ce qui surprend, c'est avec les vêtements. Si des fibres synthétiques ont fondu et collent à la peau, il est strictement interdit de déshabiller la personne. Bah oui, parce que le tissu fondu s'amalgame avec l'épiderme. Si on tire, on arrache littéralement la peau, on laisse la chair à vif, on multiplie la douleur par 10 et on ouvre une porte géante aux infections. C'est horrible. On refroidit par-dessus les vêtements alors. On fait couler l'eau abondamment direct sur les vêtements fondus. Le but, c'est pas d'exposer la plaie, c'est de casser l'inertie thermique qui cuit les muscles en profondeur. Arrêter l'évolution des dégâts. C'est le fil rouge de toutes ces manœuvres. On ne nous demande pas d'être médecin, on nous demande d'être des stabilisateurs de crise, d'acheter du temps, mécanique économique. Oui, le partenariat avec la Carac et le modèle de l'entrée d'épargne. C'est un concept brillant, presque de l'économie comportementale.
Comment ça fonctionne exactement? Parce que financer la résilience d'un pays juste avec des dons, c'est instable. C'est très instable. Le modèle de l'entrée d'épargne, ça relie la sécurité financière individuelle à la sécurité sanitaire collective. C'est-à-dire que quelqu'un place de l'argent pour sa propre épargne et une fraction, genre 1%, est automatiquement reversée sous forme de dons à la Croix-Rouge. C'est ça. On utilise la puissance de l'épargne privée pour financer l'équipement et la formation de grand public au premier secours. Ça redéfinit l'acte de sauver, en fait. Totalement. Sauver une vie, c'est pas juste être là physiquement pour masser un thorax. C'est aussi participer à l'écosystème qui a permis de former le sauveteur. L'épargne devient un outil de défense civile. Ça densifie ce filet de sécurité invisible dont on parlait au début. En prenant du recul sur tout ça, ce qui ressort, c'est la démystification totale de l'urgence. On explique la mécanique des fluides, la physique des pressions, l'algorithme du DAE, et soudain, on supprime la peur de mal faire. La paralysie face au chaos, c'est souvent juste un manque d'instruction. Le citoyen n'est plus un spectateur vulnérable, il devient l'acteur essentiel. L'ignorance génère la panique, la connaissance engendre l'action. Ce corpus rend le pouvoir aux gens. La mortalité immédiate, elle n'est pas toujours dictée par le choc, mais par l'absence de réponse mécanique immédiate. Et c'est la pensée que j'aimerais qu'on garde en tête pour clore cette discussion. Imaginons une société où ces 5 ou 6 mécanismes de base seraient maîtrisés par tout le monde. Chaque passant, chaque collègue. Ça changerait la donne. Complètement. Combien de destins brisés ne seraient au final que des frayeurs intenses hécatombes? Combien d'arrêts cardiaques foudroyants deviendraient juste une histoire folle qu'on raconte le soir même? Beaucoup, assurément. Si on repense à ce silence glaçant qui suit le fracas d'un accident, ce moment suspendu, ce silence ne doit plus être l'écho de notre impuissance. Avec ces gestes, ces minutes flottantes deviennent le premier chapitre du sauvetage. La question, c'est pas de savoir si on sera un jour face à ce silence. La question, c'est de savoir si, quand le bruit s'arrêtera, on sera du côté de ceux qui figent ou du côté de ceux qui agissent.